C'est parti, on commence par la notion d'équilibre chimique. Nous allons lancer l'expérience numéro 1. Cette expérience donc consiste à prendre 100 ml d'eau de Volvic et en mesurer le pH. Donc ici, la mesure du pH donne 7,46. Dans cette eau de Volvic, je vais rajouter de l'acide éthanoïque pur. Donc j'ai ici un compte-gouttes avec de l'acide éthanoïque pur. Je vais rajouter une dizaine de gouttes. Donc ça fait 0,26 g d'acide éthanoïque rajouté. Et donc je vais mesurer le pH de cette nouvelle solution. Donc on voit déjà qu'on part vers des pH bien acides, c'est logique, hein. On a rajouté un acide dans l'eau. Le pH s'est stabilisé à la valeur de 3,04. On peut remplir ici les différentes données qui sont présentées. Alors on vous demande d'écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Alors il s'agit donc de l'acide éthanoïque, donc 2 carbone. Et on va s'efforcer de noter les différentes formes sous lesquelles les espèces chimiques interviennent. Nous avons l'eau, il se forme l'ion éthanoate, H3CO-, et des ions oxonium, H3O+. Pour remplir ce tableau d'avancement, il faut donc calculer la concentration C. Donc C, c'est petit m sur grand M, le tout divisé par le volume, donc petit n sur V. Le calcul à faire, donc, c'est 0,26 divisé par 60, le tout divisé par 0,100, qui est le volume de la solution. Donc ici, on obtient 4,3, 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration de la solution qu'on a fabriquée dans l'expérience 1. Complétons le tableau d'avancement. Initialement, on a mis C fois V en acide éthanoïque. Nous n'avons pas encore formé des ions éthanoate ni d'ion oxonium. Donc pour l'instant, cette ligne, on la laisse. Ici, on ne la complète pas. Et que vaut Xmax? Il est facile à déterminer, puisque là, nous avons un solvant H2O qui est forcément annexé. Donc en fait, Xmax, c'est C fois V. Donc ici, nous avons CV moins Xmax, et ça, c'est égal à 0. Donc le tableau d'avancement prévoit donc une consommation complète de l'acide éthanoïque versé. Il prévoit également qu'on va fabriquer Xmax en ion éthanoate et Xmax en ion oxonium. On peut prévoir le pH puisqu'on sait quelle est la quantité de H3O+ prévue par le tableau d'avancement. Le pH max se calcule à partir de la concentration maximale de H3O+, qu'on va appeler H3O+ max. Donc c'est quoi? C'est égal à la quantité de matière, donc Xmax, divisé par le volume total de la solution. Donc ici, Xmax, on a vu que c'était C fois V, divisé par le volume. Donc on obtient tout simplement la concentration H3O+ prévue par le tableau d'avancement qui est égale à grand C. On est en mesure maintenant de calculer un pH qu'on appelle ici pH max, qui serait plutôt un pH min. pH max égale moins log de H3O+, qu'on a appelé H3O+ max. Et bien ici, ça nous donne 1,4. Donc le pH déterminé grâce au tableau d'avancement, c'est un pH de 1,4. On n'a pas du tout ça. On a 3,04. Quelle est l'origine de cette différence? Donc c'est ça qu'on va creuser maintenant. Le pH max est beaucoup plus petit que pH 2. Qu'est-ce qu'on pourrait invoquer comme théorie pour comprendre cette différence? Plusieurs possibilités, a priori, peuvent venir à l'esprit. Plusieurs explications peuvent venir à l'esprit. Premièrement, peut-être, alors c'est des points d'interrogation, hein, la réaction est peut-être lente, et peut-être même très lente. Et si on attend par exemple 1 an, le pH sera égal à 1,4. Eh bien, on a beau attendre, ça c'est faux. Donc ici, cette théorie n'est pas vraie. Autre hypothèse qu'on peut invoquer, peut-être qu'il y a des CH3. Il existe peut-être des CH3COH qui réagissent et d'autres pas. Peut-être qu'il y a deux catégories de CH3COH. Évidemment, c'est un peu farfelu. Il n'y a rien qui distingue deux molécules de CH3COH. En tout cas, ça n'a pas été démontré. Donc ça aussi, c'est une hypothèse qui n'est pas possible. Hein, alors l'autre hypothèse possible, c'est de dire, mais peut-être que ce qui se passe, c'est que, revenons ici à l'équation, c'est de se dire, tiens, on a production d'une espèce chimique ici, CH3CO-, mais qui est en fait ici, c'est une base. Donc en fait, on produit ici une base qui peut être appelée la base 1. Mais cette base, pourquoi elle ne réagirait pas avec un acide? Si on fabrique des CH3CO- et puis que ces CH3CO- ils redeviennent des CH3COH, à un moment donné, on arrive à un équilibre et ça bloque. Donc c'est-à-dire que les CH3COH ne sont pas consommés
même s'ils sont limitants. L'hypothèse serait donc que la réaction inverse des ions CH3CO- est possible avec les ions H3O+. Pour étayer cette hypothèse, on va faire la manip, donc l'expérience numéro 2. Expérience 2. Ici, on souhaite montrer l'effet de l'ajout d'acétate de sodium. Alors, vous voyez la formule en bas, CH3CO, Na,3H2O. Donc, en fait, il s'agit d'ion CH3CO-, d'ion éthanoate et d'ion Na+. On a une demi-spatule à peu près. Je verse. Ce qui nous intéresse, c'est que le pH augmente. Le pH a augmenté. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Les CH3CO- introduits dans le milieu ont réagi avec les ions oxonium H3O+. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la consommation totale de l'acide éthanoïque est bloquée par la réaction inverse. Pour bien comprendre, on va prendre un cas où il n'y a pas de réaction inverse, ou en tout cas elle n'est pas possible. C'est la réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau. Donc on a vu déjà que cette réaction était totale. Alors on va rappeler juste rapidement la réaction de HCl gazeux avec l'eau. Il se passe quoi ici? Il se passe qu'en fait Cl-, c'est une base tellement faible qu'elle n'arrive pas à capter un H+. Elle n'arrive pas à réagir avec H3O+. Donc en fait, il va y avoir des acides qui vont produire des bases tellement faibles que leur dissociation dans l'eau va être totale. Et d'autres qui vont produire en fait une base qui est suffisamment forte pour réagir avec H3O+, et pour faire revenir la réaction en arrière et pour la bloquer. Donc ce qui n'est pas le cas de la formation de l'acide chlorhydrique par une dissolution de HCl. Je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Pour comprendre en fait pourquoi on a parfois des réactions qui mènent à un équilibre, il faut comprendre pourquoi ici ça ne mène pas à un équilibre. Revenons maintenant à la réaction de l'acide éthanoïque sur l'eau. Donc nous allons décomposer l'installation de cet équilibre, ici, qui est représenté par la présence d'une double flèche. Au départ, imaginons qu'on a mis CH3COH dans l'eau et qu'on est à T égale 0. T égale 0, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ajouté tout l'acide éthanoïque. C'est un état un peu fictif, hein. On a ajouté tout l'acide éthanoïque et la réaction n'a pas eu lieu. Évidemment, c'est impossible. Mais c'est pas grave, c'est juste pour décomposer ce qui se passe. Dès que la réaction va commencer, c'est là où la concentration en CH3COH sera la plus grande. Donc, on a vu que la concentration d'un réactif est un facteur cinétique, c'est là que la vitesse d'apparition des H3O+ est la plus grande. Donc on va dire que la vitesse d'apparition à T égale 0 est très élevée. Par contre, la vitesse de disparition, si on tient compte de la réaction qui est dans le sens inverse ici, la vitesse de disparition des H3O+, elle est nulle, puisqu'il n'y a pas encore de H3O+ formé. Donc ici, ils ne peuvent pas disparaître alors qu'il n'y en a pas. Donc à T égale 0, si vous voulez, la vitesse d'apparition de H3O+ est très élevée, alors que la disparition de H3O+ est nulle. Quand T augmente, plus les CH3COH vont diminuer. Et si les CH3COH diminuent, nous avons forcément une vitesse d'apparition des H3O+, qui va diminuer. Et en parallèle, puisque la concentration des H3O+ devient plus grande, bien à ce moment-là, je vais avoir la vitesse de la réaction inverse qui va en fait augmenter. C'est-à-dire que la vitesse de disparition des H3O+, elle va augmenter petit à petit. Et vous comprenez bien qu'à un moment donné, je vais arriver fatalement à un moment donné où la vitesse d'apparition des H3O+ est égale à la vitesse de disparition des H3O+. Et à ce moment-là, il se passe quoi en fait? Il se passe que vous avez autant de H3O+ qui réagissent avec CH3CO- que d'H3O+ qui apparaissent dû à la réaction de CH3COH avec l'eau. Et à ce moment-là, ça s'appelle comment ça? Eh bien en fait, ça s'appelle un équilibre. Et donc ça, c'est à l'équilibre. Il se trouve que les réactions acido-basiques, elles sont très rapides, donc on atteint très vite cet équilibre. Donc pourquoi l'équilibre est dynamique? L'équilibre est dynamique car à chaque instant, il se forme autant d'ions H3O+ qu'il en disparaît. On met un pH mètre dans la solution, on ne voit pas de variation, non. Mais en fait, au niveau microscopique, ça n'arrête pas. La réaction, elle a lieu dans les deux sens, sans arrêt. D'accord? Et donc, en fait, on a cet équilibre qui est dit dynamique. On va commencer à présenter des outils de prévision. Le premier outil de prévision, c'est un outil de prévision, on va dire, plutôt qualitatif, mais qui est intéressant. C'est le principe de Le Chatelier. Donc le principe de Le Chatelier permet de prédire comment va évoluer un équilibre. Si déjà il y a un équilibre, et si on essaie de modifier cet équilibre,
eh bien on va pouvoir ici prévoir dans quel sens il va évoluer. Dans une équation, ça s'appelle le sens direct, et ça c'est le sens inverse. Direct et inverse, ce sont les deux sens possibles. Que dit le principe de Le Chatelier? Si on cherche à modifier la composition d'un milieu réactionnel, bien ceci va réagir en fait, il va évoluer de façon à lutter contre les contraintes qu'on va vouloir imposer. Alors si on retire une des espèces, en fait il va chercher à en refabriquer. Donc en fait il y aura toujours une rétroaction négative du déplacement de l'équilibre vis-à-vis des contraintes. Imaginez qu'on ajoute A dans le milieu réactionnel. Donc en fait on a un milieu réactionnel qui contient à la fois A, B, C et D. Le milieu a trouvé son équilibre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute A dans le milieu réactionnel. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bien, l'équilibre, comment va-t-il se déplacer? Si on ajoute A est un réactif. Donc en fait, il va essayer de consommer le réactif. Donc l'équilibre va se déplacer de façon à consommer le réactif A, de manière à diminuer la concentration de ce réactif. On a une évolution qui est dans le sens, évolution, je note ça comme ça, évolution sens direct. C'est-à-dire qu'ici, on dit qu'il y a un déplacement d'équilibre vers la droite. Maintenant, imaginez qu'on ajoute C. C est un produit. La rétroaction va avoir tendance à consommer C, et donc on a une évolution dans le sens inverse. Donc c'est assez facile. Si on ajoute C, l'équilibre va se déplacer de façon à consommer le produit C, donc il va y avoir une évolution dans le sens inverse. Imaginez que ce produit, D, on le retire. C'est-à-dire qu'on a trouvé un moyen de l'enlever ici du milieu. Et donc, l'équilibre va se déplacer de façon à produire D. Et donc, on a une évolution dans le sens direct. Voilà, donc vous voyez que c'est assez simple. Et c'est une manière un peu qualitative de prévoir comment va évoluer un milieu réactionnel à l'équilibre si on cherche à modifier son équilibre. Donc la rétroaction sera toujours négative. Il n'y a pas eu de contre-exemple trouvé. Donc ça marche tout le temps. Nous avons vu que donc la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau mène à un équilibre. Et donc maintenant, nous allons essayer d'étudier cet équilibre et trouver en fait un outil qui va nous permettre de prévoir l'équilibre. Ici, nous avons une solution d'acide éthanoïque à 10-1, ici à 10-2 mol par litre, et là à 5-10-3 mol par litre. Je vais mesurer le pH de chacune de ces trois solutions. On a des solutions de moins en moins concentrées en acide éthanoïque, donc on peut évidemment s'attendre à ce que le pH de la solution la plus concentrée soit le plus bas, c'est la solution la plus acide. Et puis là, on a des solutions qui vont être de moins en moins acides. Nous allons voir qu'il y a un rapport entre ces trois solutions, même si elles sont dans un état différent de composition. La composition n'est pas la même. Nous allons voir qu'il y a quand même quelque chose qui relie ces trois solutions entre elles. On appuie sur RID, c'est mieux. Le pH mètre s'est stabilisé à 2,83. Valeur du pH stabilisée à 3,36 pour la solution à 10-2 en acide éthanoïque. Le pH se stabilise à 3,57. Sans faire trop de mystère, vous voyez ici, c'est ce quotient ici, qu'on appelle le quotient de réaction et qui est le dénominateur commun à chacun des états d'équilibre. Mais allons-y doucement. On va d'abord commencer par remplir ce tableau et aller vers le calcul de ce quotient de réaction. Pour remplir Xmax, en fait, on va s'aider de ce qu'on a fait précédemment. Et précédemment, on a vu qu'en fait, Xmax, c'était tout simplement C fois V. D'accord? Donc, on ne va pas refaire des tableaux d'avancement pour chaque solution. On en a fait pour une, ils vont tous se ressembler, donc c'est pas la peine de faire un tableau d'avancement pour chaque situation. Ça fait 1,0 10 puissance moins 2. On va remplir le tableau en mol. Donc là, ça va être C2 fois V, et donc ça va être 1,0 10 moins 3. Et ici, ça va être C3 fois V, ça va être 5,0 10 puissance moins 4. Bon, voilà, jusqu'à présent, rien de très compliqué. Donc ça, c'est le Xmax prévu par le tableau d'avancement. Et évidemment, ce Xmax ne représente pas l'état final du milieu réactionnel. Je fais le bilan des vidéos des expériences. Donc on obtient les 3 pH ici, que je note. Donc 2,83, 3,36 et 3,57 sont les pH des 3 solutions. Alors, comment on va calculer XF en fait? C'est à partir des valeurs de pH. En fait, le XF que l'on détermine ici est un XF expérimental. On va apprendre plus loin à calculer un XF théorique. Pour l'instant, on va utiliser la valeur de pH, donc on est dans l'expérimental. XF est égal à quoi? En fait, il est égal à la concentration en H3O+, multiplié par V. Alors, pourquoi on dit ça? On dit que c'est la concentration en H3O+, fois V. Alors là, il faut revenir un peu en arrière, et revenir carrément en arrière, parce qu'il y a une chose qu'on a laissée en plan. Sur la page 1, cette ligne ici,
qui en fait représente l'état final réellement observé. On va maintenant remplir cette ligne-là et on se rend compte qu'en fait la réaction n'a pas avancé autant que prévu. On a un XF qui est inférieur à Xmax et en fait on a ici une quantité d'acide éthanoïque qui n'est pas égale à 0, qui est égale à CV moins XF. Et CV moins XF qui est supérieur à 0. Donc ici, on n'a pas strictement supérieur à 0. Il nous reste de l'acide éthanoïque qui coexiste avec des ions éthanoates et qui coexiste avec les ions H3O. Donc, nous en sommes là au calcul de XF. Nous cherchons à calculer XF. Alors, XF se calcule comment? Eh bien, en faisant concentration de H3O+, multiplié par V. Pourquoi? Parce que XF, on voit ici que c'est égal à N de H3O+ final. Et N de H3O+ final, c'est la concentration fois le volume. Dans la concentration en H3O+ fois le volume. Donc maintenant, nous pouvons revenir ici et calculer donc XF. XF, c'est H3O+ fois V. Et H3O+, on connaît, c'est 10 puissance moins pH fois le volume. Voilà, 10 puissance moins 2,83 fois 0,1. Donc on trouve 1,48 10 moins 4. Alors, le même principe appliqué aux colonnes d'à côté. Je vais présenter le calcul que de la colonne numéro 1. Alors maintenant, on est à même de pouvoir calculer ce qu'on appelle un taux d'avancement final. C'est-à-dire de combien de pourcents la réaction a effectivement avancé. 1 10-2 mol peuvent disparaître. Il n'en disparaît que 1,48 10-4. Donc le calcul est effectué rapidement. 1,48 10-4 divisé par 10-2. Donc ça fait 1,48 10-2. Si on veut exprimer en pourcentage, on multiplie par 100. Donc en fait, ça fait que 1, on va arrondir à 1,5%. Il n'y a que 1,5% des molécules de CH3COH qui ont réagi. Vous voyez que c'est très très peu. Dans la solution numéro 2, on fait 4,37 10-5 divisé par 1 10-3, ça fait 4,37 10-2. Et en fait, ça fait 4,4%. Donc vous voyez que le pourcentage augmente en fait. Mais le pH reste bien plus haut puisqu'il y a moins de CH3COH qui ont été introduits. Mais dans les CH3COH qui ont été introduits, il y en a plus qui a une part plus grande qui réagit. Et au final, on obtient donc un pH de 3,36. Ici, on a 2,69 10-5 divisé par 5 10-3. Là, c'est plus dur à faire de tête. On trouve 5,4%. On peut dire que quand on va d'une solution de plus en plus diluée, en fait, on a un taux qui augmente. Alors ici, taux, c'est le taux d'avancement final en chimie. On peut prévoir cette observation par le principe de Le Chatelier. Donc en fait, imaginez qu'on ait cette solution-là. Qu'est-ce que je dois faire pour aller à 5 10-3? En fait, il faut que je rajoute de l'eau, tout simplement. Donc en fait, imaginez cette solution-là dans laquelle je rajoute de l'eau. C'est-à-dire que je rajoute un réactif. Que se passe-t-il en fait? L'équilibre va se déplacer. C'est-à-dire que il y aura plus de CH3COH qui vont réagir. Mais attention, comme j'ai rajouté de l'eau, il y a une dilution qui va intervenir. Donc le pH, lui, va bien monter, mais j'ai un taux d'avancement final qui va augmenter. Comprenez bien la différence entre le pH qui dépend de la concentration en H3O+, et puis le taux d'avancement final. Donc quand je rajoute de l'eau, le taux d'avancement final est meilleur, c'est-à-dire qu'il y a un plus grand pourcentage de CH3COH qui réagit, mais en même temps, j'ai rajouté de l'eau. Donc en fait, ça fait augmenter le pH, la dilution. Donc il y a deux effets qui font qu'au final, le pH augmente, mais avec un taux d'avancement final qui est supérieur. Voilà. Cette notion de taux d'avancement final est assez intéressante parce qu'elle nous permet de savoir où on se trouve dans un équilibre. On a un équilibre qui favorise la présence des CH3COH. En tout cas, sur ces trois exemples-là. Après, on peut le déplacer comme on veut. Mais en tout cas, sur les trois exemples-là, on a plutôt cette situation qui serait décrite par une flèche plus forte dans le sens inverse. Comment trouver H3O+ final? Alors, H3O+ final, c'est très simple. C'est simplement 10 puissance moins pH. 1,48, 10 puissance moins 3. CH3CO-, comment on va faire? Revenons sur le tableau d'avancement, ici. Le tableau d'avancement nous dit quoi? Nous dit que XF, c'est la valeur de H3O+, mais c'est aussi N de CH3CO- à l'équilibre, à l'état final. Donc en fait, c'est très simple. Je peux considérer que la quantité de CH3COH est égale à celle de H3O+, avec le tableau d'avancement, et en considérant aussi l'équation de la réaction. On voit très bien que la réaction nous dit que chaque fois qu'il y a un CH3COH qui est produit, j'ai un CH3CO- et un H3O+. Je n'ai qu'à réécrire la même valeur. Alors des fois, je mets des grands F ou des petits f, faut pas se formaliser, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire c'est l'état final.
Bon, CH3COH, comment on fait pour déterminer la quantité de CH3COH à la fin? Alors reprenons le tableau d'avancement de la page 1. Ça, c'est la quantité, c'est égal à N de CH3COOH à l'état final. Et donc, c'est CV moins XF. C'est-à-dire ce qu'il y avait au départ, moins ce qui est parti à l'équilibre. Eh bien, on va utiliser ça. La concentration en CH3COOH à l'état final, c'est égal à quoi? C'est égal à la quantité de CH3COOH à l'état final, divisé par le volume. Eh bien, le tableau d'avancement, il dit quoi? Il dit que c'est CV, ce qu'il y avait au départ, moins XF, ce qui est parti, divisé par V. Alors ici, je distribue le V des deux côtés, donc ça fait CV sur V moins XF sur V. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la concentration de CH3COOH, c'est égal à C moins XF sur V. XF sur V, ce n'est rien d'autre que la concentration en H3O+. C'est égal à la concentration en H3O+, à l'état final. C'est aussi la concentration en CH3CO- à l'état final. Et ça, c'est plus facile à comprendre. Pourquoi? Parce que, en fait, la concentration des CH3COH, c'est quoi? C'est ce que j'ai mis au départ. C'est tout à l'heure, dans l'expérience, vous m'avez vu mettre des gouttes d'acide éthanoïque pur. Ben, c'est ce que j'ai mis en la concentration initiale, moins ce qui est parti sous la forme de CH3CO-. Donc, ici, on a quelque chose qui s'appelle l'équation de conservation de la matière. On en déduit que la concentration en CH3COOH à l'état final, plus la concentration en CH3CO-, la concentration effective, ben ça c'est égal à quoi? Ben c'est égal à grand C. Ça c'est ce que j'ai mis. Donc ça c'est la concentration en soluté apportée. Et il y a deux possibilités pour l'acide éthanoïque. Soit il se retrouve sur la forme CH3COH, soit il se retrouve sur la forme CH3CO-. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une équation de conservation de la matière. Qui est je peux la déduire du tableau d'avancement, mais aussi je peux la déduire d'un raisonnement qui est indépendant du tableau d'avancement. Tout ceci nous permet donc de remplir le tableau. Donc la concentration en CH3COH, c'est C moins la concentration en CH3CO- à l'état final. Par exemple, pour le premier résultat, ici on trouve 9,85, 10-2. Pour l'instant, je garde 3 chiffres significatifs. C'est juste pour pas faire d'arrondi. Je vais arrondir correctement à la fin. Vous savez que les mesures de pH sont assez imprécises. Je ne vais arrondir que à 2, voire 1 chiffre significatif. Vous allez voir. Vous voyez qu'ici 9,85, 10-2, c'est très proche de 1, 10-1, l'effet des 1,5% est quasiment négligeable. Parfois, il peut nous arriver de négliger ces 1,5% qui sont partis en disant, bah voilà, finalement, cette solution, c'est que de l'acide éthanoïque et il n'y a pas de CH3CO-. Maintenant, on va calculer le QRF. Et quand on calcule le QRF, par exemple, pour la première colonne, QRF, c'est 1,48 10-3 au carré, divisé par 9,85 10-2 et on trouve 2,2 10-5. Quand on fait le calcul avec la colonne du milieu, ici avec la solution numéro 2, on trouve 2,0 10-5. Donc la dernière colonne, 1,53, donc on arrondit à 1,5 10-5. Quand on arrondit à un chiffre significatif, donc ici on peut dire que ça c'est arrondi, on peut l'arrondir à 2 10-5. Ça aussi on peut l'arrondir à 2 10-5. Et le 1,5, on peut aussi l'arrondir à 2 10-5. Malgré le fait que nous ayons des mesures qui soient pas très bonnes, on se rend compte que ce quotient de réaction, en fait, il est le même. Quel que soit, on a 3 compositions complètement différentes, 3 équilibres de composition totalement différentes, mais on a une valeur qui s'approche, qui est le quotient de réaction à l'état final, ici, QRF. Il va falloir qu'on trouve une autre technique, c'est-à-dire que les mesures de pH, ici, sont pas très probantes, sont semi-probantes, on va dire, et donc, en fait, on va utiliser une technique qui est plus précise, qui est la technique de la conductimétrie, les mesures de conductivité. Alors, ce qu'on va noter ici, simplement, c'est que les 3 valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur, mais le manque de précision des mesures de pH nous empêche de conclure sur l'intérêt du quotient de réaction. On était un peu coincé par le manque de précision des mesures de pH et maintenant donc en fait on va le mettre en évidence par des mesures de conductivité. C'est aussi l'occasion de revoir la loi de Colroche. Donc la loi de Colroche qui est rappelée ici.
avec quelques données nécessaires pour la suite. Eh bien, on va travailler sur des solutions, juste voilà, pour élargir encore. C'est des solutions un peu différentes. Vous voyez, vous avez 1, 10-3. On est plutôt dans la gamme des 10-3 ici. Et là, quand on va de la gauche à droite, ça se concentre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur de sigma. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette solution S1 à 1, 10-3. On a fabriqué cette solution. Et on a placé un conductimètre étalonné et on a fait la mesure. Et le conductimètre nous sort 4,92 millisiemens par mètre. Et donc 4,92 10-3 Siemens par mètre. Donc voilà, c'est cette valeur-là qu'on va utiliser pour déterminer la concentration H3O+. Donc dans la solution, il y a quoi? Des ions CH3CO-, des ions H3O+, de l'eau et du CH3COH. Donc dans la loi de Colroche, on ne tient compte que des ions. Donc en fait, il y a deux ions qui vont intervenir. C'est l'ion éthanoate, CH3CO-, et l'ion H3O+. Donc maintenant, il y a un petit calcul à faire, c'est le passage de sigma à H3O+. Alors, donc, on va appliquer la loi de Colroche. Sigma, c'est égal à quoi? C'est égal à lambda de H3O+, multiplié par la concentration en H3O+, à la fin, plus lambda des CH3CO-, multiplié par la concentration des CH3CO-. Alors, il y a dans le milieu des CH3COH, il y a dans le milieu de l'eau, mais évidemment, vous comprenez que ce ne sont pas des espèces ioniques, elles n'entrent pas dans la formule de la loi de Colroche, elles n'entrent pas dans la conductivité, elles ne participent pas à la conductivité de la solution. Donc, seuls les ions participent à la conductivité. Qu'est-ce qu'on sait ici? En fait, on a deux inconnus a priori. Ça on connaît, on a sigma, on cherche en fait la concentration H3O+. Mais on sait très bien que la concentration H3O+, je vous remontre pas le tableau d'avancement, on en a parlé tout à l'heure, la concentration H3O+, c'est CH3CO-, c'est celle de CH3CO- à l'état final. Ça veut dire que je peux remplacer CH3CO- par H3O+. Dans cette équation. Ça ne change rien. Et je peux écrire sigma en remplaçant CH3CO- par H3O+. Donc, je réécris mon équation. Donc, en fait, je me retrouve avec une équation qui n'a plus qu'une seule inconnue. L'inconnu, c'est quoi? C'est H3O+ final. Donc ça, c'est l'inconnu. Et c'est ce que je cherche à déterminer. Je vais mettre en facteur H3O+ final. C'est égal à H3O+ final. Facteur de quoi? Facteur de la somme des deux lambda, c'est-à-dire des lambda H3O+, plus lambda de CH3 CO-. Et je peux donc écrire que H3O+ final, c'est égal à sigma divisé par la somme des lambda. Donc sigma divisé par lambda des H3O+, plus lambda des CH3CO-. Voilà. Eh bien, cette démonstration, vous devez être capable de la faire. Nous l'avons déjà faite ensemble. C'est pas nouveau. Vous ne pouvez pas poser cette relation, puisqu'en fait, elle n'est valable que pour une solution d'acide éthanoïque dans lequel on a mis que de l'acide éthanoïque dans l'eau. Donc c'est quand même très particulier. Ce n'est pas du tout une équation générale, mais qui est valable ici dans cette situation où on a mis de l'acide éthanoïque pur dans l'eau. Et ça va nous permettre de calculer la concentration des H3O+. Donc revenons ici. Faisons le calcul. Donc sigma sur la somme des lambda, on n'oublie pas le 10-3. Et donc, on obtient donc 1,26 10-1. Attention, c'est des moles par mètre cube. D'accord? Donc, pour passer en moles par litre, donc dans un volume 1000 fois plus petit, j'ai 1000 fois moins de moles, donc ça fait 1,26 10-4. La conversion me donne 1,26 10 puissance moins 4 moles par litre. N'oubliez pas la conversion des moles par mètre cube en moles par litre. Hein, c'est le piège ici. J'ai envie de mettre voilà, un signe. Attention, danger. Un piège, un écueil. On va le réécrire là pour bien insister. Là, ça c'est en moles par mètre cube en sortie. Hein, qu'il est nécessaire de passer par une phase de conversion. Ça y est, la partie loi de Colroche c'est terminée. Nous avons notre concentration H3O+. On va retomber dans les schémas de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, on va dire que ça, c'est égal aussi à H3O+ final. Même si ce n'est pas dans le tableau, on peut se poser la question du taux d'avancement final, le taux qui est égal à XF sur Xmax, ici. En fait, je peux montrer une technique qui permet de calculer le taux d'avancement final par un rapport de concentration. Il suffit de diviser par le volume haut et bas, c'est-à-dire XF sur V et Xmax sur V. Vous êtes d'accord que ça reste identique, hein, je n'ai fait que diviser haut et bas par le volume. Et en fait, XF sur V, qu'est-ce que c'est?
ce n'est rien d'autre que H3O+, à l'état final. Xmax sur V, qu'est-ce que c'est en fait? C'est grand C, c'est-à-dire que Xmax c'est C fois V, divisé par V, c'est grand C. Donc ici, vous voyez qu'on arrive à calculer le taux d'avancement final par un rapport de concentration. Même si c'est pas écrit, là on va quand même faire le calcul. Le taux d'avancement final, il vaut 89 10-4 divisé par 5 10-3. Alors, il vaut 5, 18, 10-2, donc ça fait 5%. On retrouve notre valeur de 5% de tout à l'heure, puisqu'on avait déjà travaillé sur une solution à 5, 10-3. Cette solution, c'est la même, et on avait trouvé avec une mesure de pH 5,4. Ici, on trouve plutôt 5,2, mais voilà, on est dans les mêmes ordres de grandeur, autour de 5%. Donc, on doit s'attendre en diluant 5 fois ici, quand on passe de 5 10-3 à 1 10-3, à ce que le taux d'avancement final augmente encore. Vérifions cela rapidement. On a 1,26 10-4, qui est H3O+, divisé par C, divisé par 1 10-3. Donc là, c'est facile, ça fait 1,26 10-4 divisé par 10-3. Donc ça fait 1,26 10 puissance moins 1. Donc en fait, ça fait 12,6%. Donc plus on dilue, plus le taux d'avancement final est important. Quand on va de là à là, le taux augmente. Reprenons le tableau. Donc ici, on a comme tout à l'heure C moins CH3CO moins final. Donc on va faire le calcul pour la première colonne. Je vous montre le calcul rapidement. Ça fait 1 10-3 moins 1,26 10-4. Donc ça fait 8,74 10-4. Donc on va garder 3 chiffres significatifs, 8, 74, et là on a le droit de les garder puisque ce sont des mesures précises. Voilà, si vous êtes capable de retrouver ces deux valeurs, c'est que vous avez compris. Le calcul du QRF ici, donc 1,26 10-4 au carré, divisé par 8,74 10-4, et on trouve 1,8 10-5. C'est la même valeur pour trois équilibres différents, de compositions différentes. Nous avons trouvé en fait quelque chose qui unifie ces différents états d'équilibre entre eux, qui les relie entre eux. C'est ça qu'ont trouvé les chimistes. Il est possible de réaliser une infinité d'états d'équilibre uniquement avec l'eau et l'acide éthanoïque. Eh bien, il y a quelque chose qui relie tous ces équilibres entre eux. C'est le quotient de réaction à l'état final. Et donc, qu'est-ce qu'il faut garder? C'est que quelle que soit la composition d'un milieu réactionnel, du moment qu'il a atteint son état d'équilibre, la valeur de son quotient de réaction ne peut être que QRF commune à tous les équilibres de même nature.